Chers téléspectateurs, vous êtes sur Ouafrica TV et vous regardez l'émission Interrogeons-nous. Ce matin, avec le professeur Mouchili, comme nous avons coutume de l'avoir dans ce cadre, nous allons à nouveau nous interroger sur la question de la pluralité des rationalités. De plus en plus, et depuis quelques décennies, on en parle. On parle d'une rationalité plurielle. Et parfois, et surtout chez nous en Afrique, on s'interroge sur la part constructive de ce type de rationalité. Et il nous semble normal de nous interroger pour savoir de quoi il en est question. Professeur Mouchili, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter une fois de plus. Merci, professeur Mouchili, de répondre à notre invitation. Ce matin, nous allons nous interroger sur la pluralité des rationalités. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous avez d'ailleurs publié avec le professeur Antoine Manga-Bina sur le pluralisme des rationalités. C'est quoi la pluralité des rationalités? Bon, disons que la caractéristique principale de la nature humaine, c'est de vivre indépendamment des instincts basiques et fonder une existence qui se justifie sur la base de trois principes fondamentaux: la raison, la liberté et la volonté. Puisqu'il s'agit ce matin de parler de la raison et des modalités de ses applications, et ce sont ces modalités d'application de la raison que j'appelle rationalité, qui se diversifient en fonction de la différence des méthodes ou alors de la pluralité des disciplines qu'on pourrait avoir à exercer. En mathématiques, on réfléchit sur la base d'une rationalité fondamentale. En philosophie, on réfléchit également sur la base d'une rationalité. Dans toutes les disciplines qui se veulent fondées en objectivité, il y a toujours une rationalité précise qui gouverne la structure méthodologique de ces disciplines. Ça signifie que la pluralité des rationalités renvoie aux divers usages que nous faisons de la raison en fonction des disciplines. Oui, parce qu'il n'y a pas une seule méthode pour toutes les disciplines. Il y a une méthode pour chaque discipline. Et il y a que pour chaque discipline, la même rationalité est fondée sur une dynamique qui ferait en sorte que, lorsque vous regardez l'histoire des sciences, de l'Antiquité à nos jours, la rationalité scientifique ne se conçoit pas de la même manière. Il y a eu une très grande période où cette rationalité se limitait à une activité de description du monde, parce qu'on pensait que le donné empirique renvoyait à la réalité absolue des choses. Mais avec l'avènement au XXe siècle d'une nouvelle approche scientifique, surtout avec la découverte des phénomènes quantiques, on a remarqué que le sujet devient le principe fondateur du sens du phénomène ou du réel. Et à partir de ce moment, le sujet connaissant n'est plus un espion qui regarde sans être vu. Il est impliqué dans la construction du réel. C'est même pour ça que les objets de la science ne sont plus tout simplement nommés objets, mais ils sont passés d'objet à réel. Parce que le réel signifie que l'objet scientifique est désormais construit par le sujet connaissant. Ce n'est plus une donnée empirique de premier ordre. Et c'est à ce niveau que le sens de l'anticipation, l'imagination, entre dans la conception de la méthode scientifique. Pour me résumer, je dirais que les rationalités, s'il faut parler de cela en termes pluriels, sont les diverses modalités d'application du principe fondamental que nous appelons la raison, qui émerge
de notre intelligence. Professeur, est-ce qu'on peut considérer que la raison est-elle dans le sujet ou dans l'objet ou dans la corrélation entre les deux? Bon, si on reste avec les phénoménologues, à l'instar de Husserl, on pensera qu'il n'y a pas de conscience ex nihilo. Il y a ce principe d'intentionnalité qui nous oblige que c'est dans la corrélation simultanée entre l'objet et le sujet qu'on découvre la signification de cet objet. Bon, mais si on remonte dans l'histoire, on voit par exemple chez David Hume, l'objet est l'instance première. Et c'est parce que l'objet existe en premier lieu que le sujet, en recevant à partir des sens cet objet, peut penser à donner une signification à l'objet. Mais pour ce qui est fondamentalement de la science, il faudrait savoir que l'objet est un construit. Les phénomènes de l'expérience peuvent nous inspirer à la construction du sens. Mais notre science n'est plus une science d'observation, comme nous l'avons fait à l'école primaire. Oui, ce n'est plus une science d'observation. C'est une science de création, d'innovation et de transformation. C'est pour cette raison que désormais, le sujet connaissant ne décrit pas seulement, mais il comprend, il mesure, prévoit. Et du coup, on peut établir une relativité dans la compréhension du sujet connaissant. Parce que l'expérience que j'ai d'un objet que j'ai examiné n'est pas la même expérience que vous aurez. Oui, peut-être c'est vrai. Mais là, au niveau de la relativité, il faudrait comprendre que, mais si nous avons tous la même expérience, nous connaîtrons l'objet de la même manière. Est-ce qu'on peut épuiser un objet? Non, on ne peut pas le faire, puisque, étant donné que depuis la découverte de la non-inertie de la matière, on a constaté que ce que nous connaissons de la matière est un aspect de ce que la matière n'est pas. Pourquoi cela arrive? C'est parce que à l'échelle subatomique, le réel est si sensible qu'au contact des instruments avec lesquels nous cherchons à le connaître, il se modifie automatiquement. Et nous ne connaîtrons que l'aspect modifié de ce réel. En fonction certainement de notre position. De notre position. Oui, oui, en fonction de notre position. Et c'est à ce niveau que la relativité peut intervenir. Mais si nous sommes tous à la même position, nous verrons tous la même chose. Voyez-vous, si nous sommes tous à la même position, nous verrons tous la même chose. Caricaturalement, je crois que ça se dit, si nous posons un cube, je vois, moi qui suis en face de vous, je vois le dessus, je vois la vue de face, je vois à peine les côtés. Et vous voyez, vous qui êtes en face, vous voyez le dessus, vous avez votre vue de face que je ne vois pas, et vous voyez relativement les côtés. Et personne de nous ne voit le bas. Je le dis, je prends l'exemple pour qu'on reste dans le contexte de la pluralité des rationalités. Parce que il me semble que la notion de pluralité des rationalités veut peut-être aussi dire pluralité des environnements. Et que notre perception des questions, même si c'est des questions objets, risque d'être différente en fonction de nos préjugés sur les objets. Là, vous tombez dans le relativisme, qu'il faudrait différencier de la relativité. Oui. La relativité n'étant pas le relativisme, ça signifie tous les sujets peuvent être appelés à se mettre sur la même position pour regarder un objet. Et tous verront la même chose. Mais si on nous place autour de cet immeuble, n'est-ce pas? Oui. Chacun de son côté, on demande à chacun de dessiner ce qu'il voit de l'immeuble. Les dessins seront différents en fonction de la position de chacun. Oui. Mais si nous sommes tous à la même position, on aura le même dessin. Le problème, de la pluralité des rationalités dans un contexte dit mondialisé, c'est que nous n'avons jamais la même position. C'est vrai, nous n'avons jamais la même position, mais au moment de mesurer la vitesse, la masse, quelle que soit notre position,
des phénomènes subatomiques, on aura tous le même résultat. On procédera tous de la même méthodologie. Il n'y aura pas de méthodes différentes. Et s'agissant des questions, là, pour des objets scientifiques, des questions scientifiques, de ce qu'on peut appeler la science dure, tout va bien. Mais maintenant, sur des questions, disons, de valeur. Oui, sur la question des valeurs, les valeurs reposent sur l'éthique. Et je prends toujours un exemple banal. Il faut toujours considérer que l'éthique n'est pas la morale. L'éthique est descriptive et la morale est prescriptive. Oui. La morale, c'est tu ne tueras point. Oui. L'éthique, c'est le tabac nuit gravement à la santé. Si vous fumez, on ne vous arrête pas. Oui. Mais si vous tuez, on vous met en prison. Oui. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre l'éthique et la morale. Mais il y a une flexibilité de l'éthique. Imaginons-nous deux personnes vivant les mêmes situations dans deux environnements différents. Oui. Moi, je suis dans mon village où il n'existe pas d'hôpital de référence. J'ai un malade décédé sous la main. Vous êtes à Yaoundé, vous avez un malade décédé sous la main. Oui. Votre première intention sera de chercher un corbillard. Pour le porter. Oui. Ma première intention ne sera jamais de chercher un corbillard dans mon village. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a un principe éthique universel qui régimente les valeurs? Non. Je ferai avec les moyens que j'ai dans ma situation. Est-ce qu'il n'y a pas une précompréhension de la réalité qui nous influence, qui que nous soyons? Oui, la réalité nous influence. Mais il faut savoir que notre intelligence, pour émerger, prend en considération le donné extérieur, l'environnement. Oui. Et les environnements sont diversifiés. Et nous n'avons pas tous, à l'école primaire, nous définissons le relief comme l'ensemble des inégalités de sol. Ça, c'est la définition basique. Et primaire. Oui. Vous voyez donc, on n'aura pas tous la même approche de l'activité existentielle, du commerce entre les hommes. Oui. On n'aura pas tous la même approche. Parce que celui qui vit au désert ne peut pas avoir pour premier rêve de devenir champion du monde de la natation. Oui. Il faut qu'il ait vu que l'eau existe et qu'on peut nager. Oui. Et bon, nous qui vivons presque en forêt, nous pouvons nous constituer facilement en chasseurs. Oui. Nous pouvons, parce que nous avons beaucoup de coups d'eau, apprendre à être des champions du monde de la natation. Prof, et du coup, notre perception de l'homme, de l'environnement et de la société peut, j'ai même envie de dire, doit être différente. Oui, la perception de l'homme, parce que c'est en fonction de l'environnement, nous créons une activité culturelle qui ne va pas rester dans le temps et dans l'espace comme une tradition, parce que l'environnement change aussi. Est-ce que notre même... Oui, qui ne va pas rester comme une tradition, je vous comprends bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer comme si c'était une valeur, une vérité définitive. Parce qu'aucune tradition ne peut avoir la totalité des recettes permettant de résoudre tous les problèmes qui peuvent se présenter. À partir du moment où on y applique la remise en question, est-ce qu'on reste sur une tradition qui se modernise puisque la raison y intervient? Ça demeure une tradition remise en question. Bon, est-ce que ça reste un phénomène à regretter? Non, on ne devrait pas regretter. Puisque l'homme, dans son existence, ne veut pas tout simplement être un être statique. Oui. L'homme est une tension permanente entre l'être et le devoir-être. Aucune situation d'existence ne peut satisfaire l'homme. Oui. Il est toujours en décalage par rapport à son présent. Il se voit toujours comme un être futur. Oui. Il ne s'installe pas dans un état d'être. Toutes les définitions humaines de l'homme, toutes les définitions de l'homme qui s'appuient dans leur énoncé sur des verbes d'état ne peuvent pas nous renvoyer la réalité de l'homme. Oui. L'homme étant un être en devenir, il ne faut jamais parler de lui seulement comme on le voit ici et maintenant. Parce qu'il est une projection dans le temps. C'est-à-dire, Martin Heidegger parlait de dévoilement. Oui. Sartre parlait de projet. Oui.
Luc Ferry parlait de tension permanente entre l'être et le devoir être. Donc, c'est cette tension qui définit l'homme. Parce que la tension chez Luc Ferry est la marche dans l'histoire. C'est cette marche dans l'histoire qui donne sens à la vie humaine. Prof, maintenant, il faut dire que pour nos téléspectateurs aussi, que la pluralité des rationalités naît peut-être au moment où on se rend compte qu'on a comme l'homme est le bien essentiel de l'humanité. Comme dirait notre professeur de philosophie en terminale, l'homme est une valeur morale, une valeur incontournable, la valeur la plus essentielle. Notre perception, est-ce que notre différence de perception de l'homme ne change pas notre différence de perception de la raison et de la rationalité de ce fait? Je ne pense pas. La différence humaine traduit à l'échelle sociale le principe scientifique qu'on appelle la plasticité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécanismes de fonctionnement de la raison ne sont pas figés. Ça veut dire que vous-même qui avez grandi au Cameroun, vous adopterez les mêmes comportements que les Occidentaux si vous étiez appelés à vivre dans leur contexte. Oui. Voyez-vous, vous n'allez pas dire que vous ne voudrez consommer comme aliment que ce qui existe dans votre terroir, alors que vous n'y êtes plus. Moi, c'est ce principe de plasticité qui permet à l'homme de se penser comme un être libre. La liberté signifie la capacité de renoncer au déjà là, en vue d'acquérir ou de conquérir de nouvelles opportunités ou de nouveaux horizons. Prof, est-ce que la rencontre des sociétés, oui, ce qu'on a appelé la mondialisation, la facilité de communiquer, la facilité de se rencontrer, la facilité même de discuter ensemble, n'a pas fait qu'à un moment donné, qu'il y ait des sociétés qui s'imposent en fonction de ce qu'elles produisent, qu'on ne peut pas nier, qui s'imposent comme celles qui imposent une vision et une perception de l'homme aux autres sociétés. De sorte que la notion de race, de pluralité, de nationalité, à mon avis, c'est une révolte. C'est-à-dire que c'est dans l'incapacité pour nos sociétés d'embrasser une culture ou bien des cultures qu'on redoute quelquefois parce que la fin par rapport à la fin de l'homme n'est pas toujours celle que nous acquiesçons. Est-ce que c'est pas à ce moment qu'on se dit halte, il faut peut-être s'arrêter et revenir à la rationalité qui est entre guillemets peut-être la nôtre? La mondialisation au sens propre et premier du terme est la chance même de l'humanité. Seulement, on a transformé, on veut qu'on comprenne dans mondialisation uniformisation. Parce que une culture a pu développer des velléités expansionnistes, oui, impérialistes. Elle veut s'imposer à tous. La science est le patrimoine commun de l'humanité, donc tout le monde a accès à la science. Oui. Et de deux, on peut refuser d'être assimilé ou phagocyté par d'autres cultures. Aimé Césaire disait qu'il y a deux façons de se perdre. Première façon de se perdre, c'est de se murer dans le particulier. La deuxième façon, c'est de se diluer dans l'universel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être emprunter la voie de Senghor, savoir que la mondialisation est le carrefour du donner et du recevoir. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore au même niveau de production scientifique que les pays du Nord que nous allons nous dissoudre dans leur volonté. Le problème, c'est peut-être aussi que ceux qui produisent scientifiquement produisent aussi des valeurs. Ils produisent aussi des valeurs, c'est vrai. Mais nous qui stagnons, qu'est-ce qui a fait que l'Europe ou l'Occident commande? C'est sa curiosité, la volonté d'aller voir ailleurs comment faire autrement. L'Europe s'est émancipée en cherchant partout ailleurs. L'Europe fait des mathématiques. Je crois qu'il y a dit à une émission ici déjà, oui, que s'il fallait faire les mathématiques en utilisant les chiffres occidentaux, ces chiffres devraient être des chiffres romains. Oui. Pensez-vous que les mathématiques
soit digeste en utilisant les chiffres romains? Je ne pense pas. Vous voyez que les chiffres arabes sont les chiffres les mieux adaptés. Tout le monde fait l'algèbre. Or, le concept d'algèbre est d'origine arabe. Mais qu'est-ce qui a fait que les Arabes ne soient pas les premiers à vouloir conquérir l'espace? Pourtant, et même la première école de médecine en France, à Montpellier, en 1110, c'est pensé par un Arabe, Avicenne. Oui, oui. Et cette école, je crois, jusqu'à l'heure où on se parle actuellement, s'appelle toujours l'école d'Avicenne, à Montpellier. Bon, mais est-ce que les Arabes, chez eux, on va se demander, Avicenne, c'est un Iranien. Oui. Mais qui a développé une pensée qui a d'abord prospéré en France. Voyez-vous? Oui. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé chez les Arabes pour qu'ils ne soient pas les premiers à développer, alors qu'on peut dire que les Arabes ont eu un siècle de lumière avant les Européens, les Occidentaux? Il y a peut-être un degré d'ouverture que les peuples n'ont pas eu. Oui. Bon, de la même manière, en tout cas. Le problème... C'est que les autres peuples, ils n'ont pas eu des tentacules expansives, non? C'est-à-dire sortir de chez eux pour regarder comment les autres vivent. Le problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas que regardé, prof. Les Occidentaux n'ont pas que regardé. Ils ont dominé. Ils ont phagocyté. Oui, oui. Ils ont catéchétisé les environnements. Et finalement... Mais ce que je dois vous dire, n'est-ce pas, c'est que c'est avec Christophe Colomb comme explorateur que la modernité commence. Oui, c'est-à-dire à partir de l'histoire écrite selon les Occidentaux. Justement. Parce qu'en réalité, Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. Oui, on ne peut pas découvrir un continent qui est déjà habité, c'est vrai. Oui. Mais ce que j'ai dit, c'est que cet expansionnisme a eu pour conséquence d'abord la destruction de l'empire de Tombouctou du Mali, qui était en ce moment la première puissance du monde, jusqu'à la veille du 15e siècle. Mais quand on détruit le Mali pour construire l'Europe, on ne détruit pas pour détruire. La volonté, c'est de savoir comment ont-ils fait pour être à ce niveau de développement sans en même temps être expansionniste ou impérialiste. Donc c'est dans la volonté d'impérialiser, de conquérir le monde, qu'on trouve les moyens de se développer. Parce que, par exemple, quand vous allez constater que dans votre sous-sol, il n'existe pas de minéraux qui se trouvent au Mali. Vous allez chercher. Vous allez chercher. Professeur, est-ce que vous pensez le développement peut l'envisager autrement que la logique rationnelle occidentale que nous avons? Bon, j'ai toujours peur de penser que c'est une logique occidentale. Il y a une idéologie. Logique occidentale, non pas dans l'application de la raison, mais dans l'instrumentalisation de la raison. Oui, là, ça devient idéologique. Oui. C'est-à-dire, on peut se défaire de cette idéologie. Oui, parce qu'en réalité... La Chine n'est pas embrigadée par cette idéologie. Je ne suis pas très sûr, parce que la Chine est à l'OMC, la Chine s'efforce à respecter les règles du commerce, la Chine... et c'est ce qui me déçoit un peu avec la Chine, c'est de n'avoir pas envisagé, alors qu'elle en avait la possibilité avec le nombre d'habitants qu'elle a, avec la puissance culturelle qu'elle peut avoir, c'est de n'avoir pas envisagé le développement autrement, c'est-à-dire penser l'homme différemment que ce que nous présente la culture occidentale. La Chine l'a fait. Entrer dans l'OMC, c'est en position de dominant. Oui. Entrer aux Nations Unies, ça impose. Partout où la Chine se trouve, c'est en position de dominant. Maintenant, il reste qu'elle nous propose une vision de l'homme différente. La vision que la Chine a de l'homme, c'est vrai, a été entachée par la mentalité du néolibéralisme. Parce que même les Chinois voient désormais l'homme tout simplement comme un agent économique. Oui. Or, l'homme aussi est une valeur sociale. Voyez-vous? Oui. Oui, parce que le principe néolibéral est la promotion de l'individualisme. C'est la promotion de l'individualisme. La Chine est en train d'y entrer, mais la Chine ne subit le diktat de personne. C'est ça qui est important. Oui. La Chine ne subit le diktat de personne.
La Chine est en train d'occuper la première place en termes d'économie dans ce monde. Et personne ne peut l'arrêter désormais. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ce qui justifie cela, c'est que la Chine a la force qui lui permet de mettre en œuvre la politique qu'elle a pensée pour son déploiement impérialiste. Oui, il faut le dire, la Chine est peut-être entrée dans la même logique du néolibéralisme, mais avec sa force, avec la capacité d'imposer à d'autres. Oui, aucun président américain ne peut dormir sur ses lauriers aujourd'hui pendant que la Chine est en train de se développer. Il y a des instituts dans le monde, dans les grands pays du monde qui étudient la Chine, qui tout le temps se posent la question de savoir où vont les Chinois, à quelle étape ils sont encore. Les Chinois vont tout simplement vers la domination du monde. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, difficile pour nous d'épuiser cette thématique sur la pluralité des rationalités. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur abonnez-vous pour qu'ensemble nous puissions monter une force. Si nous pouvons être 1 milliard 200 d'Africains à suivre cette chaîne, à monter idéologiquement, il serait possible pour nous demain de réussir à faire quelque chose de fort. Professeur Mouchili, un dernier mot sur la question? Ce que je dirais, c'est que la raison est d'une puissance et d'une plasticité lui permettant de se déployer dans divers domaines et de se faire comme la référence humaine parmi les vivants. Merci, professeur Mouchili. À très bientôt sur Africa TV.